Radio M, l'entretien. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. Nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui monsieur Rachid Benyeles, 77 ans, général à la retraite. Monsieur Benyeles, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous accueillir à Radio M. Vous avez une actualité importante. Vous venez d'éditer aux éditions Balzac, dans les arcanes du pouvoir, mémoire de 1962 à 1999. Et nous allons parler de votre livre aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais faire une présentation rapide pour les jeunes notamment d'aujourd'hui. Vous avez rejoint la Révolution en décembre 1957, vous aviez 17 ans, vous étiez au Maroc et vous avez été affecté aux formations de l'ALN à l'époque, diplômé de plusieurs écoles navales en Égypte, en URSS et en France notamment, commandant de la base de Mars el-Kébir durant 6 années, commandant de la marine nationale, de la marine militaire évidemment, pendant à peu près 8 ans, et secrétaire général du ministère de la Défense de 1984 à 1986. Vous avez aussi eu une carrière politique quand l'armée est rentrée dans le bureau politique du FLN. Vous avez été membre du bureau politique du FLN de 84 à 88. Le bureau politique du FLN à l'époque, parti unique, c'était l'instance suprême, politique suprême du pays, autour du président Chadli. Et vous avez été ministre des Transports de 1986 à 1988. Alors, quand vous dites, Monsieur Rachid Benyeles, dans les arcanes du pouvoir, on peut dire que vous avez été quand même dans les arcanes du pouvoir. J'ai noté, en lisant votre livre, que vous avez d'une façon ou d'une autre côtoyé tous les présidents qui ont compté dans ce pays. Vous avez côtoyé ou connu le président Ben Bella, le président Boumediene, le président Chadli, le président Zerouel et le président Bouteflika. Voilà, ce qui vous habilite beaucoup. Je tenais à faire ce rappel-là parce que, à mon avis, ça donne toute sa légitimité à ce titre dans les arcanes du pouvoir qui couronne vos mémoires 1962-1999, je rappelle, aux éditions Balzac. La première question que j'ai envie de vous poser, j'ai lu avec beaucoup de plaisir votre livre, vous écrivez bien, c'est fluide, c'est très agréable à lire. Vous avez appris à écrire à l'armée ? Non, on n'apprend pas à écrire dans l'armée, non, c'est ce qui est resté de ma scolarisation. Non. Ce n'est pas dans l'armée, quoique dans l'armée on rédigeait des rapports. C'est pas fait comme un rapport votre livre. Mais on essaie tout au moins d'être clair dans nos rapports. Donc je ne sais pas si j'ai réussi à le faire dans mon livre. Ah, je vous le dis, c'est très clair et très fluide et c'est surprenant parce que il y a une vraie capacité d'écriture qui facilite la lecture beaucoup et c'est tant mieux. Alors vous retrouvez dans le courant de l'année de 1958, ça nous renvoie un peu loin, au Caire, après avoir délibérément choisi de rejoindre l'ALN en partant de l'Est marocain, à Fès, où vous résidiez avec vos parents. Vous êtes natif de Mansoura, à côté de Tlemcen, et vous savez pas encore quel va être votre destin. Et il se trouve que ça se décide dans une séance dans un bureau au Caire, et c'est le colonel Ouamran qui décide de vous affecter à la marine. C'est exact. Je garde un souvenir très très vivace de cet épisode avec le colonel Ouamran, un homme haut en couleur et très craint à l'époque. Nous étions le groupe qui était venu du camp de l'Arrache, auquel s'est ajouté un autre groupe qui était venu de Tunisie. Donc, en tout, il devait y avoir une trentaine de jeunes lycéens. Et nous sommes passés un par un devant le colonel Ouamran qui, à la tête du client, décidait s'il fallait aller à la marine, à l'aviation ou à l'armée de terre. Ça s'est fait comme ça. Donc, je me suis retrouvé dans la marine par le plus pur des hasards. Le plus pur des hasards et par la décision du colonel Ouamran. Oui, ça dit des choses sur le caractère sentencieux, très spécial de la Révolution. À l'époque, je n'avais aucune vocation militaire, que ce soit d'ailleurs pour la marine ou pour l'aviation ou l'armée de terre, mais nous étions dans une époque
il n'était pas question de discuter les ordres des commandements. Les Nedam, on disait Nedam. Bien sûr. Un Nedam, c'était sacro-saint. Donc, le colonel Amran symbolisait ce Nedam. Il n'était pas question de discuter sa décision. Donc, on a accepté. Alors, tout spontanément. Par bonheur, vous avez le pied marin et vous faites carrière dans la marine. C'est finalement le choix, le choix finalement a plutôt bien tourné pour vous, puisque vous faites vos formations, vous faites l'école navale d'Alexandrie, vous allez ensuite en URSS, vous faites des formations plus tard en France. Et vous vous retrouvez rapidement avec des responsabilités. Notamment, vous récupérez de manière un peu précoce la base navale de Mars el-Kébir. C'est un grand moment. Oui. Enfin, nous avons reçu une formation effectivement à l'Académie navale d'Alexandrie. Notre formation terminée, à l'indépendance, on se demandait toujours s'il fallait rester ou non, notre devoir accompli, fallait-il rester ou non. Bon, je le dis dans le livre, j'avais décidé, moi et beaucoup d'autres camarades lycéens, de rester parce que c'était dommage de perdre tout cet investissement qu'avaient fait nos responsables pendant des années, puis claquer la porte et partir, c'était pas très correct. Donc nous avons repris dans les ans où nous étions. Il n'y en a pas beaucoup qui ont quitté. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et le chantier était immense. Oui. Bon, après plusieurs années, notamment après avoir navigué un peu, que ce soit sur les navires militaires ou le premier navire marchand de l'Algérie. Ibn Khaldoun, avec lequel vous avez fait une mission épique vers la Tanzanie, à l'époque Tanganyika en partie, pour transporter des armes à la résistance du Frélimo au Mozambique. Au Mozambique, oui. C'était la première mission. Et puis une deuxième mission, d'ailleurs, toujours à bord de l'Ibn Khaldoun quelques mois après, c'était pour transporter des armes pour les îles du Cap-Vert. À ce moment-là, en Atlantique. Pour l'Angola et pour les îles du Cap-Vert. Donc nous avons traversé, cette fois-ci, c'était plus l'océan Indien, c'était l'océan Atlantique avec escale, notamment à Conakry, et où j'avais été reçu d'ailleurs par Sékou Touré, qui était président de l'époque, et puis au Congo-Brazza. Alors, Mars el-Kébir, vous dites dans votre livre que les Français avaient misé sur une année, 6 mois, une année champignonnaire. Ça veut dire que c'est quelque chose qui allait entre les mains des Algériens complètement tomber en déliquescence. Oui, bien sûr, parce que là, c'est une base. Au temps des Français, il y avait des centaines d'ingénieurs de différentes spécialités qui s'occupaient de la marche de cette installation gigantesque. Et puis, nous, on n'avait pas... Elle est aussi gigantesque parce que moi, je me rappelle tout petit, j'ai grandi un peu dans ce mythe de Mars el-Kébir. Quand on passait par là-bas, mes parents me disaient, tu peux pas t'imaginer ce qu'il y a sous cette montagne. Oui, il y a 2 montagnes, en fait. Il y a deux installations souterraines avec 2 montagnes, le Medjajo et le Santan, qui sont truffées de tunnels, et des tunnels extrêmement importants. Il y a des kilomètres et des kilomètres de route. C'est extrêmement important, avec des bâtiments parfois de 6 étages à l'intérieur. Donc c'est vrai que c'est une installation immense qui... les Français n'avaient pas tout à fait tort de croire que ça allait devenir une champignonnière tant la dimension était grande. Ça nous dépassait totalement. Oui. On a quand même du mal à imaginer que les Français aient avancé leur départ. Enfin, on peut rappeler à nos amis auditeurs les accords d'Évian, 15 ans d'exploitation de la base de Mars el-Kébir, ils partent au bout de 6 ans. 9 ans avant la fin de l'expiration du délai. Pour une base aussi importante, c'est un peu surprenant. Ils devaient en avoir besoin. D'ailleurs, l'OTAN, je crois, aussi utilisait cette base. Les données avaient changé, surtout avec De Gaulle, avec la possession de l'arme nucléaire par De Gaulle. Les données avaient totalement changé. La base n'avait plus le rôle stratégique qui lui avait été tracé auparavant et par l'OTAN et par les Français. La base navale stratégique, c'est comme ça d'ailleurs qu'on l'appelait stratégique, de Mars el-Kébir, avait pour mission de contrôler le détroit de Gibraltar en cas de conflit. Or, avec l'apparition des armes nucléaires, notamment en France, grâce au général de Gaulle, cette base avait perdu son rôle. Toulon suffisait largement
Pour contrôler, contrôler. Et les sous-marins stratégiques le faisaient. Voilà. Alors, nous, on est évidemment, c'était très difficile de remettre en route on va trouver les détails pour nos amis qui nous feront qui vous feront l'amitié d'aller acheter ce livre et de le lire. Je rappelle, extrêmement passionnant. Vous avez tenté plein d'usages dans le civil, avec et puis à la fin, c'est plutôt l'option de la fabrication militaire que vous avez retenue. C'était une aubaine qui nous était offerte grâce à la SNS. À l'époque, malheureusement, ça n'a pas abouti comme on aurait voulu que ce soit. Mais on a tenté. Bon, on a proposé nos services à des entreprises nationales, à l'armée même. Mais c'était tellement important que personne n'osait s'y aventurer. Le meilleur exemple, c'est celui de Sonata, qui, lorsque nous lui avons montré le parc à carburant, l'immense parc à carburant qu'il y a en souterrain, a pratiquement refusé de le prendre en charge. Elle avait peur. C'était compliqué. C'était compliqué. Alors, vous faites quand même, sous licence, vous faites faire par une entreprise britannique des vedettes pour la marine militaire algérienne. Donc, finalement, vous trouvez, au moins pour une partie des bassins de Mers-el-Kébir, un usage utile. Non, il n'y a pas de bassin à Mers-el-Kébir. Il n'y a pas de bassin à Mers-el-Kébir. Mais les installations portuaires de Mers-el-Kébir, les espaces qui existent à Mers-el-Kébir, justement, à propos de bassin, nous avions un projet de forme de radoub. C'est un bassin, un projet financé par la Banque arabe, qui a aussi capoté. Bon, ceci étant, j'ai toujours pensé qu'il fallait que l'ANP, notamment la marine, soit indépendante pour certains de ses approvisionnements. Et donc, lorsque la SNS nous a proposé de créer un chantier naval pour écouler l'excédent d'acier qui devait être produit par Hadjar, j'avais sauté sur l'occasion, bien sûr. Je voyais à travers le chantier naval non seulement de la construction civile, mais plus loin, la construction militaire. Et un jour, l'opportunité s'était présentée grâce à des entreprises britanniques chez lesquelles nous avions acheté les premières vedettes garde-côte et nous avions inclus une clause, une condition impliquant un transfert de technologie pour construire une partie de ces vedettes sur place à Mers-el-Kébir. C'est comme ça que ça avait commencé. Une sorte de programme offset qui oblige le fournisseur à réaliser une partie de la fourniture. On imagine que c'était difficile à l'époque. Aujourd'hui, Mers-el-Kébir est bien utilisé par la marine algérienne parce que ça reste quand même disproportionné, y compris avec la nouvelle dimension de la marine d'aujourd'hui. Je crois qu'elle reste surdimensionnée. Maintenant, comment elle est, je ne sais pas. Parce que... Vous dites le président Bouteflika. Le président Boumedienne a toujours refusé de la laisser être utilisée par notre allié stratégique de l'époque, l'Union soviétique. Oui. Est-ce que vous pensez que c'était peut-être pas un peu dommage parce que après tout, on était souverain, on pouvait décider de. Le président Boumedienne était très chatouilleux sur les questions d'indépendance du pays, sur les questions de souveraineté. Il n'admettait absolument pas qu'il y ait une base étrangère en Algérie. Que ce soit des Français ou nos alliés stratégiques de l'époque, les Russes. Les Russes ont tout fait pour avoir ne serait-ce que des facilités épisodiques de mouillage à Mers-el-Kébir. Il a toujours refusé. Mais c'est vous qui amenez le sujet et refusez, mais on a un peu le sentiment quand même que le départ anticipé des Français de Mers-el-Kébir a conduit à un séjour plus prolongé à B2 Namous, Oued Namous, qui était une base d'expérimentation chimique et bactériologique. Et on apprend, grâce à votre livre, c'est quand même assez sensationnel, que les Français n'ont abandonné complètement cette base-là qu'en 1986, après votre arrivée au secrétariat général de l'ANP, donc très tardivement. Le président Boumedienne avait fait un échange de bons procédés avec le général de Gaulle. Le général de Gaulle avait bien voulu évacuer la base navale de Mers-el-Kébir avant terme, mais on y tenait beaucoup parce que c'était un chancre en territoire national sur le plan symbolique. C'était très important cette évacuation. Vous vous rappelez que les Oranais pour aller à Bousfeb passaient par une zone qui est contrôlée encore par les Français. Exactement. C'était quelque chose d'insupportable pour nous et
encore plus pour le président Boumedienne. Donc, en échange de bons procédés, il avait accepté de laisser les Français procéder à des expérimentations d'armes bactériologiques et chimiques en plein sud, dans des espaces. Oui, mais là, on est en 68 et ça dure jusqu'à 86. Hein. Ça dure jusqu'à 86. En fait, les Français ont commencé à démanteler leurs installations techniques à partir de 74. Et par la suite, il y a eu une présence de scientifiques in situ, mais de manière très épisodique. D'accord. Ils venaient certainement pour prendre des mesures et contrôler le résultat des essais bactériologiques et chimiques. Alors, ce qu'on apprend dans votre livre, et je crois que là aussi c'est peut-être la première fois qu'un officier algérien le dit comme ça, c'est une forme de niveau d'impréparation de l'armée algérienne au moment de la tension et ensuite du conflit avec le Maroc suite à la décision du roi Hassan II de s'emparer du Sahara occidental. Il y a toujours une mythologie qui et un reproche fait par une partie de l'opposition qui disait que Boumedienne aurait dû à ce moment-là lui aussi s'emparer d'une partie du Sahara occidental pour créer un rapport de force et éviter que le Maroc mette la main dessus. Mais en lisant votre livre, on se rend compte qu'en fait l'ANP n'avait pas les moyens de le faire. Il faut voir un peu la conception de Boumedienne concernant l'armée. Pour lui, l'Algérie, comme tous les pays en voie de développement, devait utiliser leurs maigres ressources pour le développement. Or, une armée, quel que soit le pays, est budgétivore. Et il ne voulait absolument pas que notre armée prenne la part de budget qui revenait soit à l'éducation, à laquelle il tenait beaucoup, à la santé et surtout aux investissements à l'industrialisation du pays. Donc il voulait une armée un minimum pour ne pas gréver le budget de l'État. Ça, c'est un élément doctrinaire de l'époque boumedienne qui n'est pas assez souligné. Hein. On ne le rappelle pas suffisamment depuis. Hein. Peut-être, oui, peut-être qu'il n'est pas suffisamment. Et d'ailleurs, c'est à cause de cela qu'il va faire l'effort d'une normalisation avec le Maroc en essayant d'avoir un accord frontalier et une politique de détente. Absolument. C'est dans ce cadre. Et ce raisonnement qu'il tenait pour l'Algérie, il le pensait aussi pour le Maroc. Le Maroc n'avait pas à lui aussi se lancer dans des dépenses militaires pour affronter son voisin. Si on préconisait une politique de bonne entente entre le Maroc et l'Algérie, cela permettrait d'économiser toutes ces sommes qui partaient vers les armées. C'est une leçon qui, je trouve, d'une extraordinaire actualité aujourd'hui. Alors, tout de même, vous lancez des saillies dans cette partie de votre long récit, dans les arcanes du pouvoir, mémoire 1962-1999 aux éditions Balzac. Vous dites, quand le roi du Maroc avait changé d'attitude après les accords d'Ifrane et leur consolidation, la sécurité militaire algérienne n'avait pas vu venir des défaillances, notamment celle du président mauritanien Ould Daddah, qui avait été porté à bout de bras par la diplomatie algérienne. Et de ce point de vue-là, il y a quand même un échec, puisqu'on a l'accord de Madrid qui dépaissait le Sahara occidental, on l'a pris dans la figure. Oui, c'était peut-être difficile de prévoir cette défaillance c'est pas ce que vous dites dans le livre. Vous dites quand même que c'était quelque chose qui aurait dû être détecté. Mais ils l'ont pas vu venir. Ils l'ont pas vu venir. Bon. Dans cette défection, la France a joué un grand rôle. Maintenant, est-ce qu'on aurait pu prévoir tout cela? C'était difficile. Mais le fait est qu'on n'a pas vu venir cette défaillance. Alors, j'ai retenu dans votre livre un moment qu'on sent plein d'émotions, c'est votre dernière rencontre avec le président Bouteflika. Pardon, encore une fois, le président Boumedienne. Bouteflika est resté tellement longtemps que maintenant, c'est devenu automatique. Alors, avec le président Boumedienne, c'était en juillet 1978. Vous faites une sortie en mer au large de Mers el Kbir et les cheveux au vent sur le vaisseau amiral. Vous êtes déjà commandant de la marine, hein? Oui. Vous êtes commandant de la marine. Tout à fait. Il parle des projets d'avenir. Il est en bonne santé. Oui. Oui, nous avons passé pratiquement toute la journée ensemble. Il était venu tôt le matin. Et nous sommes sortis en mer, une mer assez agitée. D'ailleurs, il était le seul à tenir le coup, hein. Peut-être parce qu'il était entraîné après sa traversée avec le Dina. Le Dina.
Mais le fait est qu'il n'avait pas le mal de mer. Hein. Donc nous avons passé toute la journée à la passerelle avec lui, pratiquement, souvent en tête à tête, et il était en pleine forme, en pleine santé. Et là, vous dites, il parle des projets. Il y en a qui lui ont prêté des projets de grands chamboulements après sa mort. Évidemment, les gens en parlaient. Vous dites qu'il allait rester quand même dans une forme de continuité, même si peut-être il allait changer des choses. Vous n'avez pas senti chez lui? À ma connaissance, il n'avait pas de projet de chamboulement. Il pensait que les mesures qui avaient été prises, notamment pour ce qui concernait la révolution agraire et la révolution industrielle, les investissements industriels, c'était la bonne voie. Même la révolution agraire, hein, qui était très contestée à l'époque, mais que les bons résultats allaient venir. Donc il était assez optimiste. Il n'avait pas l'intention de changer quoi que ce soit. Quant au personnel, ça, je crois que le président n'était pas dans le caractère de Boumedienne de faire des confidences à quiconque sur le plan des personnes. C'était un homme extrêmement discret. Alors, là, évidemment, on comprend bien. Vous le racontez aussi cette période et devient une période particulièrement névralgique quand le président Boumedienne, encore une fois, tombe dans le coma. L'ANP est obligée de préparer la succession à un moment donné, et vous racontez dans votre livre le processus qui a amené au choix de Chadli Benjedid. Et vous dites, contrairement à ce qui s'est répété beaucoup, ce n'est pas le mécanisme du plus ancien officier au plus haut grade, mais c'est un mécanisme un peu plus politique. En fait, c'est pas l'armée qui a préparé l'avènement de Chadli à la tête du pays. Les choses se sont passées un peu d'elles-mêmes. Bon, l'intérim après la mort de Boumedienne a été assumé conformément à la Constitution par Sirab Habitat. Oui, ça c'est pour nous, hein, les citoyens. En arrière-plan, vous, les militaires, vous aviez une autre proposition. Il y avait la coordination qu'assurait Chadli Benjedid à la tête du ministère de la Défense, et il y avait aussi un comité dans lequel il y avait Qazi Berbah qui est... Non, il n'y avait pas de comité. C'était tout à fait informel. En fait, lorsque le président Boumedienne est tombé dans le coma, le Conseil de la Révolution s'est réuni en séance ouverte, et c'est le Conseil de la Révolution qui avait désigné Chadli Benjedid comme coordonnateur pour les affaires de défense et de sécurité. C'est à partir de ce choix-là, que Chadli Benjedid s'est distingué par rapport aux autres membres du Conseil de la Révolution. Ouais. Et lorsque, au fil des jours, le problème de succession s'est posé, le nom de Chadli, qui était donc déjà distingué qui s'était déjà distingué auprès du Conseil de la Révolution, est revenu sur le tapis. Vous dites que vous faites partie des 3 personnes qui, parmi les premières, l'avaient un peu sondé sur sa volonté d'accepter la présidence. Mais c'était pas en qualité de comité. Nous étions chacun sans savoir ce que l'autre avait. C'était pas une prise de risque. Vous connaissez bien le président Chadli, qui était le commandant-chef de la 2e région militaire où se trouvait la base de Merzouq Kebir. Donc vous l'avez côtoyé beaucoup en Oranie. Qu'est-ce qui pouvait fonder cette option, ce choix? Qu'est-ce qui pouvait fonder ce choix? On n'avait pas le choix, en fait. On n'avait aucun candidat. Il n'y avait ni civil ni militaire. Il n'y avait aucune personnalité politique qui émergeait du lot. Enfin, on peut vous rétorquer, dans le civil, même, bon, enfin, c'est un militaire, mais il y avait le colonel Yahyaoui, qui était à la tête des organisations de masse, enfin, du FLN, l'appareil du FLN, et dans le civil encore plus, il y avait Abdelaziz Bouteflika, qui prétendait, à ce moment-là, cette fois je me trompe pas, c'est bien de lui qu'il s'agit, qui prétendait à la présidence. Le sujet a été discuté d'une manière informelle, je tiens à le souligner, par les officiers supérieurs de l'époque. Bon, et leur sympathie allait plutôt vers Chadli. S'il y avait Mohamed Salah Yaoui et Abdelaziz Bouteflika qui pouvaient, à la rigueur, prétendre à la présidence, ils ne sont d'abord jamais portés comme candidats.
Ils n'ont jamais exprimé ce désir de postuler à cette fonction. C'est pas comme ça que ça se passe, vous le savez aussi. Oui, je sais aussi. Donc, à choisir, les officiers supérieurs avaient choisi Chadli. Alors, je passe les détails. Ils sont dans le livre. Les 800 délégués de l'armée au congrès de la coupole. C'est assez spectaculaire, en effet. C'est difficile d'aller contre le point de vue de l'armée dans ce cas-là. Mais vous pensez que Chadli allait faire un mandat et partir? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a laissé penser ça? Il aimait pas le pouvoir. C'est vrai qu'il n'avait pas un penchant. Il n'était pas spécialement porté par le pouvoir. Et puis, on sentait enfin, c'était un sentiment. J'avais le sentiment qu'il n'allait pas rester plus d'un mandat. Personnellement, je ne pensais pas. Alors, les années Bouteflika, les années Chadli Benjedid, vous allez quand même monter en grade, on va dire. Vous allez occuper des fonctions de plus en plus importantes. Vous commandez la marine. Vous arrivez au bureau politique du FLN. Donc, vous êtes un peu un poste qui vous permet de côtoyer les autres problématiques, non seulement celles de l'armée, mais aussi celles de l'économie, du développement, que sais-je, la politique extérieure. Alors, cette expérience-là vous amène à devenir secrétaire général du ministère de la Défense. Et moi, j'ai trouvé dans votre livre quand même certaines pistes. Par exemple, sur le service national, vous êtes déjà, pendant la période de 84-86, un peu précurseur. Vous considérez que c'est plutôt vers l'armée de professionnels qu'il faut s'orienter parce qu'il y avait une expérience. Vous faites le bilan d'ailleurs de cette expérience et vous dites que c'est plus possible de continuer comme ça avec le service national. Oui, je tiens à souligner que j'étais commandant de marine nationale du temps de Siboumdine. Oui, ça on l'avait bien noté. Président Boumdine. Donc, lorsque, à la mort de Siboumdine, la question s'était posée de savoir s'il fallait aller vers un congrès ou vers une conférence nationale pour désigner un successeur, bon, la décision avait été prise d'aller vers le congrès. À partir de là, le congrès s'est tenu, et s'est tenu dans les conditions que je relate dans le livre. Et la question qui s'était posée avec beaucoup d'acuité à l'époque, c'était celle de savoir si les militaires allaient ou non entrer au comité central, d'abord avant le bureau politique, donc le comité central. Après discussion assez approfondie, la décision avait été prise dans la logique d'un parti unique de faire entrer les officiers, un certain nombre d'officiers dans le comité central. Comme ça se faisait en URSS et ailleurs. Comme ça se faisait dans tous les pays socialistes où il y avait le parti unique. Donc, les officiers ont été admis au comité central ès-qualité. Moi, en tant que commandant de la marine, c'est en cette qualité que je suis rentré au comité central. Bon, par la suite... Vous dites d'ailleurs, c'est intéressant, dans votre livre, que Boumedienne avait une conception de l'armée, il la tenait à l'écart de la politique. Ça, c'est important, vous le dites. Absolument, absolument. Il n'a jamais fait participer l'armée à la prise de décision. Il est faux de prétendre que l'armée était au pouvoir. Le pouvoir, c'est la prise de décision politique. Or, l'armée n'a jamais participé à la prise de décision politique et le président Boumedienne tenait absolument à la tenir à l'écart. Oui. Même s'il en était le chef et qu'il était le principal décideur politique. Absolument. Le parti FLN aussi était à l'écart. Hein? Le FLN était ignoré. Une coquille vide, un appareil. Il s'appelait comme ça d'ailleurs. Il s'appelait comme ça. Un appareil sans âme. Il servait uniquement... Donc le pouvoir, on peut dire, il était entre les mains du Conseil de la Révolution et des technocrates? Non, il était aux mains... Le Conseil de la Révolution n'avait presque pas de prérogatives. C'était une instance formelle plus qu'autre chose. Le pouvoir était entre les mains du président Boumedienne qui s'appuyait sur les technocrates. Oui, c'est la période de... On va avancer donc vous êtes à un moment quand même un peu particulier à la tête du secrétariat général de MDN, c'est la période d'un homme fort des années 80 dans l'armée, c'est le général Mustafa Bellossif. Et est-ce que vous n'avez pas
quand même eu le sentiment que le président Chadli a peu, dans sa réorganisation de l'armée, puisqu'il a pour la première fois accepté de créer un état-major, usé un peu d'une forme de rivalité ou quelque chose comme ça pour rester l'homme fort de l'armée. Il a accepté de créer un état-major, ce que Boumediene a toujours refusé après l'épisode Tahar Sbiri. Mais en contrepartie, il y avait le secrétaire général qui restait à côté, et c'était pas la même personne qui assurait les deux prérogatives. Vous étiez au secrétaire général, les questions administratives de l'armée, son développement, et les questions opérationnelles, c'était Moustapha Bellocif. Mais cette expérience a tourné un peu court. Non, c'était pas avec l'esprit de créer des rivalités entre les deux pôles de décision que Chadli Benjedid avait procédé à ces nominations. Il pensait que le moment était venu, effectivement, de créer un organe dont l'ANP avait grandement besoin, à savoir l'état-major. Et il pensait que la personne qui était le mieux à même d'occuper ce poste était Moustapha Bellocif. C'était un poste extrêmement important. C'était le numéro 2 après Chadli Benjedid. Bon, et il voulait que l'état-major se consacre avant tout aux questions opérationnelles. Mais Moustapha Bellocif ne l'a pas pris comme ça, puisqu'il a refusé de quitter son poste au ministère de la Défense. Moustapha Bellocif n'a pas accepté cette façon de voir. Il voulait être chef d'état-major. Il voulait en fait être ministre. Il l'a jamais exprimé comme ça. De la Défense. De la Défense, avec un chef d'état-major et un secrétaire général sous son commandement. Or, le ministre de la Défense nationale est resté sous un portefeuille occupé par le président lui-même. Donc, alors, dans ma lecture de cette période-là, j'ai quand même noté dans votre livre, à défaut de rivalité de personnes, quand même une confrontation entre deux manières d'équiper l'ANP, plus en s'appuyant sur l'intégration industrielle, ou plus en s'appuyant sur les importations. Et visiblement, la gestion de Moustapha Bellocif était plus dépensière et plus tournée vers l'importation. Ce n'est pas tout à fait ça. Je caricature peut-être, mais... Oui, c'est un peu caricature, parce qu'il n'y avait pas d'opposition sur ce point-là. Non, il n'y avait pas d'opposition. Moustapha Bellocif contestait la nouvelle organisation d'une manière globale. C'était pas tant les importations ou les fabrications militaires. C'est moi qui tenais absolument à faire de l'intégration industrielle. Pour moi, c'était quelque chose d'essentiel. Mais vous avez été désavoué par Chadli Benjedid. Vous êtes appuyé sur Salim Saadi pour le faire, ministre de l'Industrie à l'époque, mais il y a des arbitrages vous n'avez pas trouvé l'appui du président dans cette direction. Au départ, on avait l'appui total de Chadli Benjedid. C'est au fur et à mesure qu'il a commencé à tergiverser, disons. Hein. Pourtant, on était déjà rentré dans la phase de rareté des devises, et donc il y avait un intérêt à industrialiser en Algérie les commandes de l'armée. Oui, malheureusement, on l'a pas fait. On l'a pas fait. Vous avez un grand regret de ce côté-là. Absolument. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai un grand regret. Bon, heureusement qu'à l'époque, j'avais fait l'expérience dans la marine avec la construction de vedettes, et puis on avait développé la filière d'ailleurs. Ça ne s'était pas arrêté uniquement à la construction des vedettes garde-côte sous licence britannique. On avait créé un bureau d'études qui avait fait des plans de bateaux autrement plus importants et qu'on avait construits et qui sont encore au service aujourd'hui, qui rendent d'énormes services. Bon, donc l'expérience était concluante. J'aurais voulu qu'elle soit généralisée à toute l'ANP. À toute l'ANP. Alors je vous pose quand même une question essentielle. Achid Benilis, pourquoi l'armée algérienne n'a pas réussi à faire ce qu'a fait l'armée indonésienne ou d'autres armées dans le monde qui ont réussi à intégrer industriellement? Pourquoi elle n'a pas réussi? Je crois qu'on n'a pas su utiliser la carte acheteur. C'est facile, hein. Quand on achète pour 2-3 milliards de dollars, on peut imposer aux fournisseurs. Vous dites vous-même, il y avait beaucoup de concurrence. On n'a pas su le faire. On n'a pas su. Pas su ou pas voulu? Il y avait un lobby, il y avait... Je crois qu'avant tout, on n'a pas su. Parce que si les décideurs de l'époque, à savoir Boumediene et Chadli, avaient été suffisamment sensibilisés sur cette question, ils l'auraient imposé. Bon, les autres, même s'ils étaient portés sur les importations, on les aurait rappelés à l'ordre.
La décision étant prise au niveau politique, il ne pouvait rien faire. Mais si vous me dites, à sa décharge, on peut dire on n'avait pas beaucoup d'argent et les commandes n'étaient pas importantes et tout ce qu'on importait venait de l'URSS. Ce n'est qu'avec le renchérissement du prix du pétrole que les caisses de l'État se sont renflouées et qu'on a pu penser à acquérir certains matériels de l'Occident. Mais avant, absolument tout venait de l'URSS, mais à des conditions de prix absolument imbattables. Un véritable cadeau. Ça ne vous a pas empêché de vous plaindre de certains équipements? Ça ne m'a pas empêché. Et oui, quand votre fournisseur vous fait de telles conditions aussi favorables, il ne vous demande pas de faire la fine bouche. Oui. Et donc, c'est à l'époque de Chadli, vous avez pour la première fois envisagé de diversifier les fournitures pour être standard, notamment pour les propulseurs, pour les moteurs tout à fait. qui posaient problème dans la durée. Tout à fait. Octobre 88 survient et dans votre livre, on comprend que au terme de la première journée d'émeute, vous trouvez exagéré la volonté de vos pairs du bureau politique de recourir à l'armée pour établir l'ordre. Vous dites sur les premières 24 heures, il y avait possibilité de canaliser ces émeutes avec les forces de police. En tous les cas, on a l'impression que vous soupçonnez l'exagération, qu'il y aurait peut-être un calcul politique derrière pour impliquer l'armée. Non, il n'y avait pas de calcul politique derrière ces exagérations, lesquelles exagérations provenaient du ministre de l'Intérieur, Hadir Deri, et de l'Arbi Belkhair. Mais il le faisait en toute bonne foi. En toute bonne foi. Il pensait que réellement c'était comme ça parce qu'il recevait des rapports des commissariats de police. Les commissariats de police, je crois, avaient paniqué un peu lorsqu'ils ont vu les premières manifestations. Des manifestations auxquelles nous nous étions pas habitués. Ça ne s'est pas produit jusque-là dans le pays. Il y a eu une répétition générale à Constantine et à Stif. Vous le rappelez quand même dans votre livre. À Constantine, je parle d'Alger, il n'y a jamais eu de pareille chose. Il y a eu avant même Constantine, il y a eu Oran, mais ça a été très rapide, une journée, et puis ça s'est tassé. À Constantine, ça a duré un peu plus, et puis ça s'est tassé également. Hein. Bon, donc quand on gère relativement bien les choses, ça passe. Rachid Benillis, si on était resté à une gestion de l'émeute par les forces de police ordinaires, vous pensez que politiquement, ça aurait pu prendre un autre cours? On aurait évité les morts, par exemple? Je crois que c'est l'intervention de l'armée qui a un peu faussé les données parce que les jeunes appelés... L'armée algérienne, comme toutes les armées classiques, n'est pas préparée à affronter la foule. C'est une préparation spéciale. Ce sont des équipements spéciaux qu'il faut. Ce sont des modes opératoires particuliers. Les armées ne sont pas préparées à cela. Donc, on a fait venir une armée qui n'était pas préparée à ce genre de situation. Et les coups sont partis. Les coups de feu sont partis à droite et à gauche. Alors, les jeunes appelés, souvent mal formés, ont paniqué, ont tiré, et ça a fait... Boule de neige. Là, vous intervenez le 9 octobre 1988, en marge d'un bureau politique ou au début d'un bureau politique auprès du président Chadli, décidément, pour lui faire comprendre que il s'était passé quelque chose d'important, qu'il fallait peut-être pas recourir à cette histoire de complot extérieur, main de l'étranger, etc., qu'il y avait une rupture entre le pouvoir et le peuple, et qu'il fallait changer de système, et surtout, dans son cas, à lui, de ne pas se présenter pour un troisième mandat. Alors ma question, c'est, est-ce que vous pensez que la transition ouverte par octobre 88 se serait mieux déroulée si le président Chadli ne l'avait pas présidé? C'est lui qui a conduit cette réforme, cette transition. Je crois que ça aurait pu se passer beaucoup mieux si le président Chadli avait préparé lui-même la transition avant d'aller à un congrès et de faire élire. Il aurait dû, comme
Je lui avais conseillé, je crois que c'était dans son intérêt que j'avais fait ça. J'ai beaucoup d'estime pour le président Chadli, Allah yarhamou. C'était dans son intérêt de passer la main. Il aurait fallu qu'il continue sur l'état de siège pour différer la date de tenue du congrès et des élections présidentielles, le temps de mettre en place tout le dispositif de transition. Après cela, il devait absolument ne pas se représenter, quitter le pouvoir. Il aurait été très très bien accueilli par la population. Alors vous dites mettre en place les instruments de la transition, mais vous pensez à quoi exactement? À une élection présidentielle avec une constitution démocratique et pluraliste, ou encore le congrès du FLN qui conduit son candidat? Non, pluralisme. Le principe du pluralisme n'a pas été contesté dans la réunion du 9 octobre du bureau politique lorsque je l'avais préconisé. Personne ne l'avait contesté, y compris Mme Sherif Msadia, donc c'est le responsable du parti. Personne qui avait quand même demandé à ce que ça soit validé par le FLN. Il avait demandé à ce que ce soit validé par le FLN, mais il ne tenait pas spécialement à cela. Hein. Il n'insistait pas. D'ailleurs, il n'a pas insisté. Il n'a pas insisté. Il n'a pas insisté. Et donc il y avait cette possibilité-là, donc d'éviter à ce que Chadli Benjedid ne reparte pour un mandat de 5 ans. Voilà. Et vous considérez que c'était l'une des principales erreurs de cette transition? Enfin, difficile de dire, mais je pense que ça aurait été préférable que les choses se déroulassent comme ça. Alors, je vous repose la question de 1979, après la disparition de Houari Boumediene. Qui aurait pu succéder à ce moment-là à Chadli Benjedid? Parce qu'il y a toujours le vide politique. Quand il y a des régimes autoritaires, désolé, vous en faisiez partie, qui arrivent en fin de parcours comme ça, il n'y a pas de personnalité. Il n'y avait pas de personnalité, effectivement. Il n'y avait pas de personnalité, mais bon, on peut... Connu, hein, les personnalités, il y en a, on sait qu'il y en a, bon, mais connu par le public, hein, enfin par l'opinion. On sait qu'il y a la révolution avait quand même produit, même après, des cadres politiques de valeur, mais connu par la population, il n'y en avait pas beaucoup. Les choses seraient passées dans d'autres termes, puisque le principe du multipartisme serait posé. Donc, Chadli Benjedid aurait préparé le parti, la création de partis et donc de candidats et partis. Le pluralisme était admis. On aurait eu un calendrier électoral inversé, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé par les locales pour passer aux législatives avec la perspective d'avoir une élection pluraliste pour la présidentielle, à laquelle on n'est jamais arrivé du temps de Chadli Benjedid. Vous pensiez qu'il aurait peut-être mieux fallu commencer par une présidentielle ouverte? Non, par un changement de constitution d'abord. Un changement de constitution, préparer les instruments qui découlent de la nouvelle constitution. Ça aurait pris peut-être 1 an de transition. Mais on aurait eu des résultats certainement plus probants. Chadli Benjedid avait l'air de vous avoir écouté au début, et puis vous pensez qu'on lui a, oui. on lui a soufflé dans l'oreille qu'il avait encore sa chance et qu'il pouvait repartir pour un tour? Tout à fait. Il m'avait écouté et c'était sa conviction de toujours. Je le connais depuis l'époque de Mercé Kébir. On a discuté souvent d'un parti unique, de multipartisme. C'était un homme ouvert. C'était un homme ouvert. Vous dites de bon sens, un homme de bon sens. Un homme de bon sens. Alors, évidemment, les choses ne se passent pas comme ça. On rentre donc dans cet agenda dont j'ai parlé. Dans votre livre, vous faites le reproche au gouvernement Hamrouche d'avoir été laxiste, ce sur quoi beaucoup d'autres sources partagent votre point de vue. Mais on ne voit pas très bien à quel moment on aurait pu engager le bras de fer avec le FIS, parce que vous reconnaissez aussi que le FIS avait un ancrage populaire, que c'était difficile de le réprimer, que le pouvoir en avait un peu peur d'ailleurs, notamment à Alger, etc. Et on se rend bien compte que même après les événements de juin 91, les arrestations, évidemment, on arrête la direction du FIS, mais le FIS vient aux élections à la fin de l'année 91, et finalement, en gros, le laxisme n'a pas changé, même avec le gouvernement Rosali. Vous savez, c'est facile de refaire l'histoire. Hein. Si on avait fait ça, si on avait fait ça. Mais, que dire est-ce que ça aurait été préférable de dissoudre le FIS après la grève insurrectionnelle et l'arrestation des 2 leaders charismatiques de ce parti? La question se pose. Je n'ai pas de réponse, honnêtement. Je n'ai pas de réponse. Le gouvernement à l'époque avait décidé de ne pas le dissoudre.
Est-ce que c'était la bonne décision? Je n'en sais rien. C'est l'histoire. Mais quand même, vous faites le reproche du laxisme. Donc quand je parle de laxisme de Hamrouche, c'est surtout le débordement du fils. Il a laissé faire le débordement. Il n'a pas réagi au débordement. Lorsqu'il a organisé la marche géante sur la présidence. Le 20 avril 1990, avant les élections locales. Oui. Lorsque, par la suite, il assumait l'ordre public dans Alger et il laissait faire. Je pense que ce sont des erreurs, des fautes. Mais le général Nazar a fait la même chose. Il a reçu en civil un Ali Belhadj habillé en treillis c'est valable pour lui. Au moment après l'invasion de. C'est valable également pour Khaled Nazar. Voilà. Donc finalement, il n'y avait pas beaucoup de marge face à la force de ce moment-là du fils. Il n'y avait que le temps. Il fallait jouer le temps pour essayer de l'affaiblir. Le fils faisait peur. Le fils faisait peur. Il a ses masses qui étaient mobilisés derrière lui. Et puis, il ne faut pas oublier, ça c'est très important, les événements d'octobre qui avaient dérapé et qui avaient entraîné des drames. Et puis, c'est resté profondément ancré dans les mémoires, aussi bien des présidents Chadli que des responsables de l'époque. Et dans l'armée, parce que l'armée, quand l'armée n'est pas sortie indemne de cette intervention du 5 octobre 88, et les stigmates restaient au niveau de tout le personnel de l'armée. Au point où vous avez décidé de démissionner à la fin de ces journées-là, dès le 11 octobre, vous avez déposé une démission en tant que ministre des Transports. Je voulais vous poser la question, est-ce qu'il y a beaucoup de responsables qui ont fait la même chose que vous? Il doit y en avoir, moi je n'en connais pas beaucoup, mais enfin, c'est pas... Et est-ce qu'on vous en a tenu grief? Ceux qui sont restés, l'Arbi Belkhair, Chadli Benjid, qui a continué jusqu'à 92. Non, l'Arbi Belkhair n'a jamais tenu grief, nous avons maintenu nos relations comme elles étaient avant. Chadli Benjid, je ne sais pas, puisque j'avais coupé les liens avec lui, je n'ai pas eu d'informations. Mais l'Arbi Belkhair a maintenu ses contacts, nous voyons régulièrement. Vous êtes quand même particulièrement sévère avec Chadli pour cette période-là. Vous dites qu'il n'a pas appris des leçons de octobre 88. Non. Et quand on lit, on n'arrive pas quand même. Il a engagé des réformes politiques. Peut-être que vous êtes un peu trop sévère avec lui. C'est des bricolages. On a fait des bricolages, on a fait des réformes par à-coups, sans vision réelle, sans stratégie de changement réel. Et surtout, l'erreur qui a été commise, c'est de maintenir tout le personnel d'avant sur place. Notamment la PN qui était toujours la même. La PN qui est la même, les mêmes responsables politiques. Il y a eu quand même le gouvernement Hamrouche qui était, vous dites vous-même, audacieux sur la partie économique, et aussi les visages étaient un peu nouveaux. Moi je me rappelle, j'étais journaliste, même si très critique par rapport à ce gouvernement à l'époque, mais il y avait de nouvelles têtes. Il y avait le ministère de Moudjahidine qui a disparu, le ministère de l'Information, ça nous parlait. C'était pas aussi une occasion ratée, cette expérience? Les responsables politiques sont restés les mêmes. À part Messadia, le Khalaya, patron des services de sécurité, qui avait été remercié parce que la pression était devenue trop forte, mais tout le reste est resté sur place. Bon, Hamrouche a ramené son équipe de technocrates, qui s'appelleront par la suite des réformateurs, je crois, je sais pas comment les appeler. C'est une invention de la presse, oui. Des réformateurs, oui. Mais c'est tout. Ça n'a pas changé. Et l'opinion voyait dans le fils le changement. La masse adhérait, parce qu'il voulait des têtes à table. Alors, une des surprises de ma lecture de votre livre, Rachid Ben Yillis, c'est, parce que moi je vous ai surtout connu comme réconciliateur et partisan faiseur de paix dans les terribles années 90, c'est de trouver un argumentaire qui justifie l'interruption du processus électoral. Comment vous pouvez être réconciliateur et favorable à l'interruption du processus électoral? Je crois que ça soit possible, mais... J'étais effectivement favorable à l'interruption du processus électoral parce que j'estimais que la victoire du fils n'était pas une victoire. Si vous reprenez les chiffres, le nombre de votants de l'époque, vous vous apercevrez qu'il avait gagné. Dans la démocratie, c'est pas une raison pour interrompre un processus électoral. Oui, mais 3 Algériens sur 4 n'avaient pas voté pour lui. S'il avait remporté oui, on peut rétorquer, ce sont les règles du jeu.
Mais pour moi, ça ne reflétait absolument pas l'opinion des Algériens et la voie que voulaient choisir les Algériens dans leur grande majorité. En plus, cette victoire faisait peur aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur également. Donc, oui à une interruption, mais c'était pas une raison non plus pour ignorer totalement le fils et surtout les vainqueurs de ces élections. On aurait pu trouver une solution. Est-ce que la solution, c'était pas celle qu'aurait proposée? On ne peut pas le savoir, il a malheureusement disparu depuis, Abdelkader Hachani, qui voyant une relative hostilité très forte contre cette victoire que lui-même n'attendait pas dans cette ampleur, avait communiqué, c'est dit dans votre livre, des propositions d'accommodement pour ne pas gouverner seul, pour ne pas prendre tous les portefeuilles, pour essayer d'offrir une sortie de crise. C'est vers cette voie-là qu'il fallait peut-être se diriger. Puisque Hachani lui-même reconnaît que cette victoire n'était pas représentative vraiment de la volonté populaire. Et il cherchait une solution, jusqu'à se départir de pratiquement tous les postes de souveraineté. Et je ne sais pas pourquoi, le message n'est pas arrivé. Ah ben si, vous allez nous dire pourquoi. Parce que les généraux qui étaient autour de Chadli Mejdid n'en voulaient pas de cette solution. On peut rappeler leur nom. Non, je ne sais pas. À ce moment-là, Toufiq a joué un rôle, le général Mediane, Ghaziyel, L'Habib El-Khir. Je crois que le message n'est pas parvenu au président. Nous sommes dans un régime présidentiel, c'est le président qui décide. Hein. Et je ne sais pas si les généraux, que ce soit ceux de l'ASM ou les autres généraux, étaient au courant de cette proposition. Le fait est que elle a été faite à certaines personnes qui n'ont pas pu la faire parvenir au président. Peut-être qu'elle lui est arrivée aussi, parce que des sources que nous connaissons, nous, journalistes, très près des faits à l'époque, c'est qu'elle a été faite aussi à Mehri, et c'est Abdelhamid Mehri et c'est Talib Ibrahim, et qui étaient aussi des canaux qui avaient accès au président Chadli. Je n'en avais pas parlé avec Mehri à l'époque, mais j'en ai longuement parlé avec Talib Ibrahimi, et Talib Ibrahimi n'a pas pu la faire parvenir à Chadli. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, Rachid Benyelis, qu'on est peut-être passé à côté d'une solution qui nous aurait évité peut-être pas toute la débauche de violence terrible des années 90, mais une bonne partie? Peut-être, oui. Oui. Peut-être. En tout cas, Hachani s'est aperçu que cette victoire le faisait beaucoup plus de tort à son parti qu'autre chose. Et il voulait lui aussi trouver une sortie honorable. Et la sortie honorable, c'était de proposer au président de se départir de tous les postes. Que le fils ne devait... Oui, c'est ce qu'a fait un peu le PJD au Maroc, où il ne se présentait pas dans toutes les circonscriptions pour permettre une coalition gouvernementale qui ne soit pas déséquilibrée. C'est malheureusement pas cette voie qui a été choisie. Malheureusement, c'est moi que ça engage. Hein, c'est moi qui le dis. Nous rentrons dans les années de trouble, terribles années de trouble, et il y a peut-être des occasions de paix qui sont manquées. On va finir sur cela. Les occasions de paix, il y en a une qui a marqué l'histoire, c'est le contrat de Rome. Vous pensez que le contrat de Rome, Sant'Egidio, était une vraie opportunité pour remettre du politique là où le tout sécuritaire avait pris le dessus? La réunion de Sant'Egidio avait démontré, contrairement à ce que disaient les membres du Conseil, comment on appelle ça ? Le Haut Conseil de l'État. Le Haut Conseil d'État, que le dialogue était possible. Il disait jusqu'à présent qu'il imputait l'absence de résultats dans le dialogue à l'égoïsme des partis qui privilégiaient leurs intérêts à ceux de l'État. Or, la réunion de Sant'Egidio a montré que ces partis pouvaient s'entendre sur un programme et sur des principes extrêmement importants, puisque le fils, au cours de ces réunions de Sant'Egidio et dans le contrat de Sant'Egidio, a reconnu la nécessité du multipartisme, des droits de l'homme, toutes les valeurs qui définissent une société moderne. Donc, c'est ça le grand mérite de Sant'Egidio. Il a montré que ces partis et ces leaders pouvaient s'entendre autour d'un programme. Et pourquoi le président Zeroual, que vous avez vu,
pour essayer de lui expliquer l'intérêt de prêter attention à ce contrat, pourquoi il s'est entêté à s'y opposer. On a l'impression que c'est juste parce que ça s'est passé à l'étranger ou parce qu'il était mal conseillé. C'est important, vous êtes témoin de première ligne là, puisque vous êtes celui qui discute avec le président Zeroual de cette option de la paix. Vous avez une idée sur les raisons pour lesquelles il a dit non? On avait peut-être convaincu que c'était pas une bonne chose. Et je crois qu'à l'époque, la décision avait été prise sous pression, très probablement de la France, de privilégier des élections présidentielles. La France qui disait « Seules les urnes régleront le problème ouais. », etc. Mais bon, Zeroual n'était pas très sensible aux pressions de la France. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Il n'a pas été par la suite. Mais à l'époque, la France a joué un grand rôle. Attention, mais même du temps de Zeroual, la France a toujours joué un grand rôle. On peut rappeler des élections de novembre 1995 qui vont permettre au président de l'État de devenir président de la République. On arrive sur la grande conclusion, parce qu'on ne peut pas faire tout le livre, il est très riche en informations, et la grande conclusion à laquelle vous parvenez à la fin dans votre postface, c'est vous comptabilisez 7 interventions de l'armée, enfin ALN peut-être en 62, la crise des frontières, de la crise de l'été 62, ANP par la suite, 7 interventions dans la sphère politique. Vous dites que tout cela doit s'arrêter et que la grande leçon de cette tranche d'histoire, tant que vous êtes un des acteurs, c'est peut-être d'éviter à ce que l'armée ne joue encore un rôle dans le choix des dirigeants de ce pays. Vous y croyez? Vous êtes optimiste? J'y crois fermement. Est-ce que je suis optimiste? Pas tellement. Je pense que l'hypothèse la plus probable à la disparition de Boumedienne serait encore Cette fois-ci, c'est la disparition de Bouteflika. De Bouteflika, excusez-moi. Oui, ça je risque pas de l'oublier parce que depuis tout à l'heure, je mets son nom à toutes les sauces. Voilà. C'est exact. La disparition de Bouteflika, je crois que qu'on pourrait être tenté d'intervenir de nouveau en politique, et là, ça serait catastrophique. Je vous prends 30 secondes quand même. Vous décrivez un peu par le menu, c'est croustillant, comment l'ex-général Abdel Belkhir a réussi à convaincre les militaires qui comptaient en 98-99, au moment de la démission du général Zeroual, de prendre comme candidat Abdelaziz Bouteflika. Voilà, il a fait le lobbying nécessaire. Aujourd'hui, la question qui se pose, on est dans une nouvelle situation un peu semblable à celle de 98. Il n'y a plus de président pour une raison de santé ou parce qu'il ne peut pas se représenter à l'élection de 99. Il faut un nouveau candidat entre guillemets du système. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui peuvent faire le rôle qu'a joué seul ou avec d'autres officiers l'Abdel Belkhir en 98? Proposer à toute l'armée et à tout ce qui compte comme pouvoir en Algérie un nouveau candidat. Est-ce que c'est possible que ça se reproduise comme ça? D'abord, il ne faut pas employer le mot générique armée quand on parle de décision. Après, ça se fait un peu au nom de l'armée quand même. L'armée est une masse de manœuvres entre les mains des décideurs du moment. Mais c'est le décideur qui décide. Le décideur du moment. À l'époque que vous évoquez, celle où 98-99. Ces décideurs, il y en avait 2, pas plus. C'était Tawfiq El Amari. C'est eux qui décident. Bon, l'armée a suivi, bien sûr. Ça pourrait arriver de la même façon. Encore à la disparition de Boumedienne. C'est réjouissant. Vous êtes en train de nous dire que c'est le chef d'état-major Gaël Salah qui va nous choisir notre prochain président. La décision, il sera associé d'une manière ou d'une autre à cette décision. J'espère qu'il aura la clairvoyance, la sagesse et l'intelligence pour dire que ça suffit. On doit choisir une autre voie. Et laisser les urnes décider? Et laisser les gens décider. Rachid Benilis, merci beaucoup d'avoir été notre invité dans cet entretien. Merci. Je rappelle que vous étiez notre invité à l'occasion de la parution Dans les arcanes du pouvoir, mémoire 1962-1999 aux éditions Balzac. Merci beaucoup. Je vous en prie. Radio M, l'entretien.
Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.